En 1992, une jeune mère est abattue devant ses enfants, laissant les policiers perplexes face à un crime sans réponse. Cependant, l'intervention des membres de la famille finit par fournir un indice troublant. Les forces de l'ordre de l'État doivent alors solliciter l'aide des agents fédéraux pour démêler un réseau de mensonges mêlant argent, drogue et meurtre, afin de découvrir les auteurs de ce crime odieux. Le 29 novembre 1992, à Atlanta, en Géorgie, la famille Tokar, composée de Sarah Tokar, 39 ans, et de ses 2 enfants, regagne sa maison de Marietta, en banlieue d'Atlanta, après avoir passé le week-end chez ses parents en Floride. Son mari, un avocat réputé, est parti en voyage d'affaires de son côté. Après un trajet de 9 heures, ils arrivent sains et saufs chez eux, mais découvrent leur maison plongée dans l'obscurité. Pendant que Sarah gare sa voiture dans l'allée, un homme l'attend dans l'ombre du garage. Armé, il la contraint à remonter dans son Jeep, laissant les enfants témoins de la scène. Terrifiée, Sarah se trouve contrainte d'obéir à ses ordres, alors qu'il braque son arme sur elle et l'oblige à conduire vers la ville. Arrivée dans un quartier désert, il lui ordonne d'arrêter le moteur, mais elle refuse, implorant pour la liberté de ses enfants. En guise de réponse, il tire sur elle, la tuant sur le coup, puis s'enfuit avec son sac à main, laissant les enfants terrifiés derrière lui. À l'arrêt du véhicule, le fils de 6 ans de Sarah doit grimper sur le corps de sa mère pour couper le contact, avant de détacher la ceinture de sécurité de son jeune frère âgé de 4 ans, puis ils s'enfuient ensemble vers la maison la plus proche. Les secours sont appelés en urgence, et la police du comté de Cobb réagit immédiatement en envoyant des agents sur place. Les enquêteurs arrivent sur les lieux pendant que les agents de police se dispersent dans le secteur à la recherche de l'homme armé. Les enfants témoins de la fusillade identifient leur mère, Sarah Tokar, comme la victime, tandis que leur père, Fred Tokar, est hors de la ville. Les policiers tentent déjà de le contacter. Des experts légistes ont examiné le véhicule à l'endroit où il s'était arrêté, recherchant des indices à l'intérieur et aux alentours. Une analyse confirme les déclarations des enfants, révélant que le tireur était assis directement derrière Sarah Tokar lorsqu'il a tiré, utilisant probablement un fusil de chasse selon la dispersion des éclaboussures de sang. Les détectives comprenaient la difficulté d'obtenir des informations précises de la part d'enfants aussi jeunes après une expérience traumatisante. Le fils aîné, âgé de 6 ans, a fourni autant de détails qu'il a pu. Il a décrit le meurtrier comme un homme de race noire portant des jeans, un sweatshirt et un bonnet, mais n'a pas pu fournir plus d'informations. Ne comprenant pas totalement la référence de l'enfant à un « fusil de pirate », les détectives espéraient obtenir des informations plus précises lors de l'autopsie. Les enfants ont été confiés à des membres de leur famille résidant dans la région en attendant que leur père rentre pour s'en occuper. Les détectives ont retrouvé l'adresse de la famille grâce aux plaques d'immatriculation et ont poursuivi leur enquête à la maison des Tokar, où tout avait commencé. Ils ont découvert une tige au sol qui aurait dû bloquer la porte coulissante par laquelle le meurtrier était probablement entré. Le système d'alarme n'était pas activé, ce qui pourrait avoir facilité l'entrée du tueur. Le portrait robot réalisé avec l'aide du fils aîné de Sarah, bien que diffusé, n'a malheureusement pas donné de piste solide. Le mari de la victime a été localisé dans un motel à Montgomery, en Alabama, et est revenu immédiatement à Atlanta pour coopérer avec les autorités. Son alibi a été confirmé, éliminant ainsi ses soupçons. Le mari, un avocat spécialisé dans le droit criminel, était en Alabama pour rencontrer un client incarcéré à la prison de Montgomery au moment du meurtre. Il a affirmé que sa relation avec Sarah était solide et qu'il était prêt à aider la police à trouver le meurtrier. Le rapport du coroner a confirmé que Sarah Tokar avait été tuée avec un fusil de chasse. Aucune arme suspecte n'a été retrouvée dans le véhicule, et aucune trace compromettante n'a été découverte sur le corps ou les vêtements de la victime. Malgré les efforts des enquêteurs, le tueur anonyme n'avait laissé aucun indice pour identifier son identité, laissant la communauté, y compris l'ancien assistant du procureur Buddy Parker, stupéfaite devant ce crime. Ce matin-là, les discussions tournaient autour du meurtre largement médiatisé de Sarah Tokar, l'épouse de Fred Tokar, une figure bien connue dans le monde juridique en tant qu'ancien assistant du procureur du district de Fulton County. Connaissant Fred Tokar de par son rôle d'avocat de la défense, notamment dans une affaire de trafic de stupéfiants en cours, je savais que son cercle professionnel l'avait mis en contact avec plusieurs individus impliqués dans des crimes liés aux drogues. Un meurtre aussi complexe que celui de Sarah Tokar ne semblait pas avoir de mobile simple ou évident, ce qui rendrait l'affaire difficile à résoudre. Le lendemain, la sœur et la cousine de Sarah se présentèrent au poste de police de Cobb County avec un dossier que Sarah avait remis à sa sœur 3 ans plus tôt,
avec pour instruction de le remettre à la police en cas de malheur. Le dossier contenait des relevés bancaires de son mari, Fred Tokar. Les deux femmes pensaient que ces documents pourraient être liés aux tentatives de Sarah d'obtenir le divorce de Fred. Contrairement à ce que Fred avait laissé entendre aux autorités, leur mariage n'était pas solide. Sarah voulait divorcer, mais chaque fois qu'elle en parlait, Fred la menaçait d'utiliser son influence dans le monde judiciaire pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Sarah se sentait piégée. Pour obtenir le divorce tout en protégeant ses enfants, elle avait secrètement copié des documents de Fred et les avait donnés à sa sœur, pensant qu'ils prouvaient son implication dans des activités illégales. Les enquêteurs examinèrent attentivement le dossier, espérant qu'il fournirait des indices sur un éventuel complot ayant conduit au meurtre de Sarah Tokar. Ils firent appel à l'aide du FBI d'Atlanta, et l'agent Michael Twible se pencha sur l'affaire pour déterminer si les relevés bancaires de Fred Tokar étaient liés de quelque manière que ce soit au meurtre. Les documents révélaient que Fred possédait des comptes bancaires à l'étranger et avait mis en place des sociétés offshore. L'agent Twible et ses collègues devraient faire des recherches approfondies pour établir les liens financiers entre ces entités et la mort de Sarah Tokar. Le 3 décembre 1997, soit 4 jours après le meurtre, Sarah Tokar fut enterrée. Les enquêteurs étaient toujours à la recherche de pistes solides sur l'identité du meurtrier, qui restait en liberté. Malgré les efforts déployés, la vérité restait insaisissable, plongeant la communauté dans la perplexité face à ce crime toujours non résolu. Après l'action de grâce 1997, les enquêteurs locaux poursuivaient leurs recherches pour retrouver le tireur qui avait tué Sarah Tokar en présence de ses deux jeunes enfants. Sarah était la femme d'un avocat réputé d'Atlanta. Bien que le garçon de 6 ans ait fourni une description vague du suspect à la police de Cobb County, en Géorgie, les enquêteurs n'avaient toujours pas de pistes solides. Des copies des relevés bancaires du mari de la victime avaient été envoyées au bureau du FBI d'Atlanta pour examen. L'agent spécial Michael Trebel espérait que son travail permettrait d'établir un lien entre ces documents et le meurtre de Sarah Tokar. L'analyse des documents a révélé que M. Tokar possédait des comptes bancaires offshore et avait mis en place des sociétés non seulement aux îles Turks et Caïcos, mais aussi à Montserrat et aux Bahamas. Les documents révélaient également que Fred Tokar avait mis en place de nombreuses sociétés prête-nom dans la région d'Atlanta, en Géorgie. Ces sociétés fictives étaient utilisées pour le blanchiment d'argent, une pratique que Fred Tokar, bien qu'il n'ait jamais été formellement accusé, maîtrisait parfaitement. Connu comme un avocat réputé, Tokar était également un comptable agréé et expert en la matière. Il avait même donné des séminaires sur le blanchiment d'argent aux forces de l'ordre de l'État. En raison de ses liens avec des individus impliqués dans des activités criminelles, les enquêteurs comprirent que l'examen des finances de Fred Tokar serait une tâche complexe. Il était respecté dans la communauté juridique et politique d'Atlanta, ayant occupé des postes tels que juge adjoint à la cour municipale et adjoint du procureur pour le comté de Fulton. Lorsque les enquêteurs confrontèrent à nouveau Tokar et son avocat, ils exprimèrent leurs soupçons quant à un lien entre ses affaires et le meurtre de sa femme, et l'interrogèrent sur ses clients. Fred Tokar admit avoir représenté plusieurs trafiquants de drogue violents, dont l'un était l'un des plus gros fournisseurs de cocaïne de la région d'Atlanta. Ce trafiquant, dont Tokar était le conseiller juridique, avait été assassiné peu de temps après avoir été contraint de quitter la région. Les enquêteurs spéculèrent que les membres du gang ou les individus impliqués dans sa mort pourraient avoir commandité le meurtre de Sarah Tokar pour intimider Fred. Un mandat de perquisition fut délivré pour le bureau de Fred Tokar, et une fouille minutieuse fut menée par les agents du ministère du Revenu et les enquêteurs de la police. Bien qu'aucun indice formel ne soit découvert liant Tokar au meurtre, des notes sur ses comptes bancaires offshore et des dépôts importants non déclarés furent relevés. Avec ces découvertes, les autorités locales et fédérales décidèrent de lancer une enquête sur les activités de Fred Tokar, suspectant son implication dans diverses activités illégales en plus du blanchiment d'argent. Les enquêteurs apprirent également qu'en août 1992, l'un des clients de Tokar, Anthony Brown, avait été arrêté lors d'un coup monté par la brigade des stupéfiants. Brown, un vendeur de cocaïne bien connu à Atlanta, avait été arrêté avec une grande quantité de drogue et des sommes importantes en liquide, ainsi que des documents indiquant que Fred Tokar était impliqué dans la création d'une boîte de nuit au nom de Brown. Le coup monté qui avait conduit à l'arrestation d'Anthony Brown, un trafiquant de drogue bien connu à Atlanta, avait mis en lumière la connexion de Fred Tokar avec le monde du crime organisé. Brown avait été arrêté avec une grande quantité de drogue et une somme considérable en liquide, ainsi que des documents liant Tokar à la création d'une boîte de nuit en son nom. Les enquêteurs pensaient que cette boîte de nuit n'était qu'une façade pour blanchir l'argent provenant du trafic de drogue de Brown.
L'examen des relations de Tokar avec d'autres trafiquants de drogue de la région d'Atlanta a révélé des liens plus profonds. Des témoins ont confirmé que Sarah Tokar envisageait de divorcer de son mari et avait découvert des preuves de ses activités criminelles, y compris le blanchiment d'argent. Elle avait l'intention de remettre ces informations aux autorités avant de demander le divorce. Cette révélation suggérait que Tokar avait un mobile pour éliminer sa femme. Les enquêteurs ont également découvert qu'un détective privé travaillait pour Tokar, participant à des opérations de blanchiment d'argent et à la gestion de sociétés fictives utilisées dans ces transactions. Tokar était bien au fait des activités criminelles de ses clients et profitait de ses connaissances en blanchiment d'argent pour leur offrir des solutions pour dissimuler leurs revenus illicites. En créant des sociétés fictives, principalement des boîtes de nuit, où les transactions se faisaient en espèces, Tokar permettait aux trafiquants de blanchir leur argent facilement. Les autorités pensaient que le meurtre de Sarah Tokar était lié à cette relation entre Tokar et les trafiquants de drogue, mais les détails exacts restaient obscurs. Des semaines après le meurtre, l'homme responsable était toujours en liberté, malgré les efforts des autorités locales et fédérales pour le retrouver. L'enquête se concentrait de plus en plus sur Fred Tokar et ses liens avec le monde du crime organisé, mais l'identité du tireur demeurait un mystère. La mort tragique de Sarah Tokar avait révélé un côté sombre de la vie de son mari, mais les preuves concrètes nécessaires pour le traduire en justice demeuraient insaisissables. L'enquête sur le meurtre de Sarah Tokar a pris une tournure intéressante lorsque les autorités ont reçu un tuyau concernant Eddie Lawrence, un homme d'affaires impliqué dans des entreprises avec Fred Tokar. Lawrence avait été impliqué dans des activités suspectes, notamment l'émission de faux chèques à partir des comptes bancaires de Tokar. Bien que Tokar n'ait jamais mentionné Lawrence à la police, il est apparu qu'ils étaient en affaires ensemble depuis un certain temps, notamment dans le secteur de la construction, de la rénovation et des prêts hypothécaires. Les autorités ont découvert que Lawrence avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec Tokar le jour du meurtre de Sarah Tokar. Ils ont également appris que Lawrence avait tenté de recruter un tueur à gages pour éliminer une femme qui, selon lui, l'empêchait de réaliser de gros profits. Cette femme semblait être Sarah Tokar. Cette information a attiré l'attention des enquêteurs, qui ont alors concentré leurs efforts sur Lawrence et ses éventuels complices. Les autorités ont interrogé Lawrence, qui a affirmé que ses appels avec Tokar étaient liés à leur travail et qu'il n'avait aucun lien avec le meurtre de Sarah Tokar. Cependant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Lawrence aurait cherché un tueur à gages peu de temps avant le meurtre, renforçant ainsi les soupçons pesant sur lui. Un de ses employés aurait même été impliqué dans cette tentative de recrutement. Cette nouvelle piste a donné un nouvel élan à l'enquête, car elle semblait relier Lawrence de manière significative au meurtre de Sarah Tokar. Les enquêteurs ont intensifié leurs efforts pour rassembler des preuves et identifier d'autres complices éventuels dans ce crime choquant. L'enquête a pris un tournant décisif lorsque les autorités ont reçu des informations sur un homme nommé Curtis Rover, qui avait apparemment été sollicité pour tuer Sarah Tokar. Rover était un individu au passé criminel, ayant été impliqué dans des vols à main armée, ce qui le rendait potentiellement intéressé par une proposition de ce genre. Bien que son nom n'ait pas été directement lié à Fred Tokar, les enquêteurs ont vu en Rover un lien potentiel entre Tokar, Eddie Lawrence et le tueur à gages. Après avoir annulé la liberté sous caution de Lawrence par crainte qu'il ne disparaisse, la police l'a placé en détention. Parallèlement, les détectives ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison où Rover résidait et ont émis un mandat d'arrestation à son encontre. Ils étaient prudents dans leur démarche, conscients que Rover pouvait représenter un danger s'il se sentait acculé. Rover a été trouvé dans la maison et arrêté. Il a avoué avoir été sollicité par Eddie Lawrence pour tuer Sarah Tokar, mais il a affirmé avoir été trop effrayé pour commettre le meurtre lui-même. Il a avoué avoir participé à l'enlèvement de la famille et avoir été présent lors du meurtre, mais il a prétendu que c'était Lawrence qui avait tiré sur Sarah. Les autorités étaient sceptiques quant au rôle exact de Rover dans le crime, mais le principal témoin, le fils de Sarah, n'avait jamais mentionné la présence de deux hommes. Ainsi, l'enfant serait amené à identifier le coupable lors d'une séance d'identification, à moins qu'Eddie Lawrence ne confirme ou ne nie les déclarations de Rover. Les autorités ont inculpé Eddie Lawrence de complot de meurtre, mais il a refusé de confirmer ou de nier les aveux de Rover, laissant planer le doute sur son implication exacte dans le crime. Cependant, l'enquête se rapprochait enfin de la résolution de ce meurtre brutal qui avait secoué la communauté. L'histoire tragique de Fred Tokar a pris une tournure encore plus sombre lorsque la police de Cobb County l'a informé des accusations portées contre Eddie Lawrence et Curtis Rover pour le meurtre de sa femme. Cette nouvelle a été communiquée à Tokar alors qu'il séjournait chez les parents de Sarah en Floride pendant les vacances de Noël.
Alors que la famille de Sarah exprimait son soulagement face à ces arrestations, Tokar semblait déprimé et refusait de faire des commentaires aux médias. Lorsque la police a tenté de contacter Tokar pour lui annoncer les nouvelles, il avait mystérieusement disparu de son hôtel. Inquiets, les parents de Sarah se sont rendus à l'hôtel où ils ont découvert Tokar inconscient après avoir ingéré une quantité de somnifères. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a été réanimé. À sa sortie de l'hôpital, Tokar a tenu une conférence de presse pour expliquer qu'il traversait une période difficile et qu'il tentait de se remettre de sa dépression. Cependant, les autorités continuaient à le soupçonner d'avoir comploté le meurtre de sa femme à travers son associé, Eddie Lawrence. Le FBI et les enquêteurs ont décidé d'accuser Tokar en vertu des lois RICO, qui s'attaquent aux conspirations criminelles visant à perpétrer divers crimes pour le profit du groupe. Ils espéraient que cette accusation inciterait Lawrence à coopérer avec les autorités. Peu de temps après, le bureau du procureur a appris que Lawrence était prêt à faire des révélations en échange d'une réduction de peine. Cette décision représentait un tournant majeur dans l'enquête et pourrait fournir les preuves nécessaires pour mettre en justice Tokar pour le meurtre de sa femme. Pour cette déposition tant attendue, les enquêteurs ont sélectionné un endroit isolé en Géorgie, surveillé du haut des airs par hélicoptère. L'agent Jeff Dallman de la brigade des stupéfiants faisait partie de l'équipe chargée de garantir le bon déroulement de l'opération. Nous nous sommes rendus sur les lieux avant l'arrivée de Lawrence. L'emplacement était gardé secret, seules les autorités du service de police de Cobb County étaient au courant. À ce moment-là, Lawrence était notre témoin clé dans cette enquête, et sa sécurité était une priorité pour nous tous. Dans une maison aménagée en lieu sécurisé, Eddie Lawrence a déclaré aux enquêteurs que lui et Tokar étaient non seulement partenaires dans le domaine de la construction, mais également impliqués dans le blanchiment d'argent. Lawrence a décrit en détail à l'agent du FBI, Michael Twible, le fonctionnement de leur système. Monsieur Tokar lui avait demandé d'approcher des trafiquants de drogue dans les différentes boîtes de nuit et de leur proposer de blanchir leur argent. Bientôt, il a impliqué Eddie Lawrence dans de nombreuses entreprises. Lawrence devait sa prospérité à Tokar, mais il lui devait également 70 000 $ en dette d'affaires. Fred Tokar a informé Eddie Lawrence que Sarah avait l'intention de divorcer et de tout lui prendre. Il était déterminé à ne pas le permettre. Ne voulant pas laisser Sarah le ruiner, il a exprimé le désir de sa mort. Lawrence a initialement refusé. Bien qu'il ait commis des crimes liés au trafic de drogue, il n'avait jamais été impliqué dans un meurtre. Il aurait répondu que Tokar devrait simplement laisser partir la maison, les enfants et les voitures. Mais Tokar aurait insisté, affirmant qu'il avait travaillé trop dur pour tout laisser partir ainsi. Selon Lawrence, Tokar planifiait le meurtre depuis plusieurs mois. Initialement, il avait envisagé de la faire tuer dans son bureau, mais avait changé d'avis, estimant plus approprié de le faire à la maison. Tokar aurait convenu de payer Lawrence 5 000 $ pour ce meurtre. D'après Lawrence, Tokar a demandé que le meurtre ait lieu lorsqu'il serait hors de la ville. Il aurait également demandé à ce que le meurtre soit maquillé en tentative de vol. La présence des enfants lors de cet événement était une situation inhabituelle. Cependant, Tokar aurait affirmé à Lawrence que les enfants s'en remettraient avec le temps, arguant qu'ils étaient jeunes et que voir leur mère se faire tuer ne les perturberait probablement pas autant qu'on pourrait le penser. Lawrence a reconnu qu'il était incapable de tuer une femme innocente, c'est pourquoi il a engagé Curtis Rover. Après que Rover eut tué Sarah Tokar, Lawrence l'a éloigné de la scène du crime. En échange de sa coopération dans le complot de ce meurtre, Lawrence a écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 ans et demi. Quant à Rover, le tueur à gages, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tokar, quant à lui, était toujours en liberté. Il avait la garde de ses 2 enfants. Pendant l'enquête et jusqu'à son arrestation, nous craignions qu'il ne leur arrive quelque chose. Monsieur Tokar était conscient d'être surveillé. Les médias étaient toujours sur lui en Floride à ce moment-là. Il savait donc que des personnes surveillaient ses moindres faits et gestes. Nous avons dû mettre en place un plan pour le faire sortir de chez lui et nous assurer que personne ne serait blessé lors de son arrestation. Comme Tokar détestait tout ce qui avait trait aux médias, les agents ont fait semblant d'être des journalistes dans l'espoir de l'attirer à l'extérieur et d'obtenir une réaction de sa part. Notre plan était que Tokar sorte de chez lui et vienne nous parler, ce qu'il avait déjà fait avec d'autres. Nous avons garé des voitures devant chez lui. Cela a fonctionné. Il a descendu les escaliers et appelé la police. Les policiers dépêchés sur les lieux étaient au courant de la ruse. Quand Fred Tokar est sorti de chez lui pour porter plainte, il a été arrêté. Il a nié les accusations portées contre lui, clamant son innocence. Cependant,
2 jurys distincts l'ont trouvé coupable de racket, de blanchiment d'argent, d'avoir engagé quelqu'un pour commettre un meurtre et de meurtre. Il a été condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour avoir accordé plus d'importance à sa cupidité qu'à la vie de la mère de ses 2 enfants, il ne recouvrera jamais la liberté.